Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuy-Chambert, je suis Art Advisor. Mais quel mois! À Londres comme à Paris, en ce mois d'octobre qui se termine, si les collectionneurs d'art contemporain ont répondu en nombre aux invitations des foires et des événements artistiques très recherchés de part et d'autre de la Manche, c'est aussi sans compter les signaux de moins en moins faibles sur le marché de l'art dans son ensemble et qui résonnent de plus en plus fort, même si tous les acteurs ne sont pas logés à la même enseigne. Pour le marché de l'art contemporain, il existe deux termes fréquemment utilisés qui viennent créer en quelque sorte une forme de polarisation. Car le marché de l'art contemporain se compose en réalité de deux marchés qui s'influencent mutuellement. Un marché primaire axé sur les nouvelles œuvres d'art qui émergent de l'atelier de l'artiste et sont vendues à un collectionneur ou amateur d'art pour la première fois, généralement par le biais d'une galerie, et un marché secondaire qui implique la revente d'une œuvre déjà détenue par ce collectionneur ou par une galerie, par l'intermédiaire d'un revendeur, galerie, plateforme ou maison de vente aux enchères. Si une œuvre d'art provient directement de l'atelier d'un artiste par le biais d'une galerie ou d'une foire d'art contemporain et qu'elle est proposée à la vente pour la première fois, il s'agit du marché de l'art primaire où le prix de l'œuvre est établi pour la première fois. Et les galeries et les collectionneurs qui investissent dans la croissance d'un artiste sur ce marché primaire s'attendent à ce que plus la demande est élevée, plus les prix le seront aussi. Tandis que le marché secondaire intervient généralement lorsque l'artiste est plus établi, voire plus recherché. Une œuvre acquise sur le marché primaire, qui est alors revendue, fait désormais partie du marché secondaire ou marché de l'occasion. Les estimations sur le marché secondaire sont plus stables et les maisons de vente aux enchères, qui en sont les principaux acteurs, tels que Christie, Sotheby's, Bonhams, Arcurial, Phillips, contribuent principalement à ce marché secondaire. Et grâce aux outils en ligne et bases de données du type ArtPrice et ArtNet, les données de prix sur ce marché secondaire sont facilement accessibles par les collectionneurs et amateurs d'art, offrant une plus grande transparence à ce marché. Je souhaiterais utiliser cette minute pratique pour tenter de mieux cerner les interactions de ces deux secteurs. En tant que collectionneur, si vous achetez de l'art lors d'une foire d'art contemporain, dans une galerie, ou lors d'une exposition en studio, ou directement depuis l'artiste, vous achetez sur le marché de l'art primaire. Et en ce qui concerne la tarification de l'œuvre, le marché primaire établit la valeur initiale d'une œuvre d'art, telle que décidée par l'artiste ou la galerie qu'il représente. Il n'existe pas de critères normalisés pour établir alors les prix sur le marché de l'art primaire, mais les facteurs suivants auront souvent une influence, à savoir l'historique d'exposition de l'artiste, tout son historique des ventes précédentes du travail par l'artiste, la demande des collectionneurs, les matériaux et le temps nécessaire pour créer l'œuvre. Sur le marché secondaire, l'artiste n'est plus impliqué dans la transaction de l'œuvre car elle passe d'un propriétaire à un autre. Et si les estimations de prix pour les ventes aux enchères semblent être quelque peu plus stables et plus accessibles au public que sur le marché de l'art primaire, la valeur sur le marché secondaire de l'œuvre est déterminée par certains critères, comme en premier lieu, car pour rappel il s'agit d'un bien d'occasion, l'état de l'œuvre et sa provenance, mais aussi la demande des collectionneurs par rapport à cet artiste, et le support, la taille et le sujet de l'œuvre. Si les deux marchés fonctionnent quelque peu indépendamment l'un de l'autre, en tant que deux acteurs majeurs dans le monde de l'art, ils ont tous deux le pouvoir d'attribuer une certaine valeur à une œuvre donnée. Il existe cependant une chaîne d'influence qui lie ces deux acteurs. Une augmentation de la demande pour un artiste sur le marché primaire se traduira souvent par une demande plus importante sur le marché secondaire. Et de façon plus controversée, une diminution de la demande sur le marché secondaire pour un artiste en particulier peut affecter les ventes de cet artiste sur le marché primaire, soit les ventes de ses nouvelles œuvres.
Ainsi, le marché primaire et le marché secondaire sont deux secteurs avec des caractéristiques différentes où les œuvres d'art sont valorisées, achetées et vendues par des professionnels du marché de l'art, galeries d'art, maisons de vente aux enchères, marchands d'art, dans le but de capter la demande d'une part et l'offre dans le monde de l'art d'autre part. Et durant ce mois d'octobre, les ventes aux enchères à Londres qui ont eu lieu pendant la Frieze Week, la semaine de la foire d'art Frieze et son 20e anniversaire, ont illustré une tendance enregistrée sur le marché secondaire depuis quelques mois, à savoir une contraction de ce marché avec des ventes en baisse de 20% par rapport à l'année précédente. Et lors des ventes consacrées à l'art contemporain, seuls 80% des œuvres présentées ont été vendues, ce qui indique une certaine prudence du marché. À noter que ce sont les ventes aux enchères ultra contemporaines, celles des artistes qui sont nés après 1975, qui ont le mieux performé, notamment chez Sotheby's, dépassant les estimations préalables. Avec des records établis, comme pour l'artiste peintre britannique, dont le Guggenheim à Bilbao a présenté cet été une très belle exposition, Lynette Yadom Walkway, et ses portraits si singuliers qu'elle nomme suggestions de personnes et qui sont peints à la manière d'Édouard Manet ou d'Edgar Degas, dont elle revendique l'influence. Cette première vente, donc intitulée The Now, mettait en avant l'art ultra contemporain et a été un succès. Tandis que la deuxième vente chez Christie's, consacrée à l'art contemporain en général, a été en deçà des attentes, indiquant une certaine frilosité du marché de l'art. Cette deuxième vente de la soirée chez Sotheby's a connu des moments intrigants, voire sombres pour certains analystes, laissant finalement seulement 21 lots en lice après le retrait de 5 œuvres d'art, quelquefois majeures, ce qui a impacté le résultat de la vente qui, comparativement à l'année précédente où les ventes équivalentes avaient atteint plus de 97 millions de livres, a eu un résultat de la moitié avec 45,6 millions de livres enregistrés. Et le lendemain, la vente aux enchères chez Christie's, cette fois consacrée à l'art du XXe et du XXIe siècle, a enregistré des résultats plus stables, ce qui est un exploit à signaler sur le marché de l'art actuellement plus morose, avec néanmoins des résultats stupéfiants, comme parmi les œuvres qui n'ont pas trouvé preneur, une grande toile de Yayoi Kusama, Flame de 1992, et une œuvre de la série Diamond Dust Shoes de 1980 d'Andy Warhol, estimée à 1,5 million de livres, ce qui est très surprenant car une autre œuvre de la même série avait été vendue pour 3 millions de livres la veille chez Sotheby's. Que s'est-il passé ? Est-ce que l'œuvre était en moins bon état ou est-ce que la provenance était moins prestigieuse ? À ce jour, je cherche encore la réponse. Autre signal perçu cette fois lors de la foire plus spécifique de Frieze London, qui représentait des artistes actuels, les figures les plus établies telles que Wolfgang Tillmans, Anthony Gumley, John Akomfra, Barbara Shaies-Ribou ou Tracey Emin étaient parmi les chouchous des collectionneurs, mais sur ce premier marché aussi quelque chose a changé. Et ce qui a changé, c'est l'absence d'urgence dans les achats, car il n'y a pas eu de précipitation dès l'ouverture pour acquérir les œuvres d'art. La semaine suivante, et cette fois de l'autre côté de la Manche, en France, à l'arrivée de la seconde édition de la foire Paris Plus par Art Basel, on a observé un premier marché aux aguets, du fait notamment qu'au printemps dernier, une directive européenne visant à augmenter la TVA sur les ventes d'art en France a suscité des inquiétudes parmi les professionnels du marché de l'art. Ces professionnels du marché de l'art primaire se voient menacés par un taux de TVA qui passerait, selon cette directive, de 5,5% à 20% pour la plupart des ventes d'œuvres d'art et surtout les importations. Or, si un amendement
au Parlement français visant à annuler cette augmentation de taxes et à la laisser à un taux fixe de 5,5% pour toutes les transactions d'œuvres d'art, est en cours d'examen. Le maintien de cette taxe est considéré par ces acteurs comme crucial pour le marché de l'art français, qui connaît une renaissance après des décennies de retard par rapport au marché américain et britannique. En effet, la France est devenue le plus grand vendeur d'œuvres d'art en Europe depuis le Brexit, représentant 54% des ventes d'œuvres d'art dans l'Union européenne. Et la France est le 4e plus grand marché de l'art au monde, avec une part de marché d'environ 7%, derrière le Royaume-Uni, la Chine et les États-Unis. Alors oui, cette question fiscale est un enjeu important pour le marché de l'art en France, et le maintien du taux de cette taxe à 5,5%, avec certains aménagements, pourrait avoir un impact positif sur l'ensemble de l'écosystème culturel et artistique en France. Du côté du marché secondaire, cette fois en France, le 20 octobre, Christie's Paris a organisé 3 ventes en soirée. La première avec la suite de la vente de la collection de Sam Josefowicz en vente du soir, et la deuxième d'une série commencée la semaine précédente à Londres. Puis des ventes dédiées d'art contemporain, avec durant ce rendez-vous automnal à Paris très attendu, des amateurs d'art et collectionneurs très présents pour la deuxième édition de la foire Paris Plus par Art Basel, et des œuvres importantes comme celles de Miro, Richter, Lalanne, Picasso. Et c'est une toile peinte en 1949 par le peintre catalan Joan Miró, intitulée Peinture, Femme, Lune, Étoile, qui a créé l'événement. Cette toile décorait depuis 1950 la Colombe d'Or, mythique auberge de Saint-Paul-de-Vence dans les Alpes-Maritimes. Elle a enregistré le prix le plus élevé de la vente et de la saison, soit plus de 20 750 000 €, nouveau record pour cet artiste aux enchères en France, comme l'étonnant rhinocrétaire de François-Xavier Lalanne, grande pièce de bronze en forme de rhinocéros dont le corps modulable renferme des tablettes, des étagères et des petits tiroirs, qui a été enlevé à plus de 18 335 000 €. Et ces ventes inédites sont venues éclairer une semaine foisonnante à Paris pour les collectionneurs présents dans la ville lumière, avec notamment la sublime rétrospective de Nicolas de Staël au musée d'art moderne et l'exposition Marthe Rothko à la fondation Vuitton, ou celle encore de Picasso dessinée à l'infini à Beaubourg, d'Anthony Gomley au musée Rodin et de Van Gogh et Peter Doig au musée d'Orsay, symbolisant, s'il le fallait encore, la santé de la place de marché parisienne, dynamisée par Paris Plus par Art Basel depuis 2 ans. Alors si pour certains observateurs, il semblerait que malgré la guerre en Ukraine qui s'enlise, ou plus récemment les affrontements si violents au Proche-Orient, le monde artistique resterait dans sa bulle, il n'en est rien en fait, car dès le premier jour de cette semaine prestigieuse, Art Basel à Paris, l'ADIAF, l'Association pour la diffusion internationale de l'art français, et le Centre Pompidou ont, semble-t-il, voulu mettre le curseur sur un point d'équilibre en décernant le prix Marcel Duchamp 2023 à l'artiste suédois d'origine palestinienne Tariq Kiswanson, tout en évitant d'évoquer ces sujets si sensibles, y compris dans le monde de l'art. Connu pour son travail des formes, cet artiste plasticien né en Suède de parents palestinien, a reçu le prestigieux prix d'art contemporain Marcel Duchamp, illustrant, s'il le fallait encore, son travail extraordinaire sur la forme. Du fait de sa biographie, Kiswanson fait partie de ces artistes internationaux, avec sa formation à la Centrale Saint-Martin's de Londres, puis aux Beaux-Arts de Paris, qui ont fait de leur propre histoire un terrain d'exploration, mais sans jamais, en ce qui le concerne, illustrer directement la question des identités mouvantes ou des migrations générales. Chez lui, ce sont donc les formes, usinées main, monumentales ou miniatures, œuvres cocon ou menaçantes, qui parlent d'elles-mêmes, comme son est coincé en équilibre entre 2 pans de mur du Centre Pompidou actuellement,
parfaitement hermétique qui évoque l'idée d'une gestation. Alors en ce mois d'octobre, Paris, même embouteillé à l'extrême, même en travaux partout, même en grève parfois, impose à chacun son charme mythique avec sa gastronomie unique, son art de vivre singulier et sa culture foisonnante du fait de la multitude de musées et d'expositions incontournables durant ce mois d'octobre et la foire Paris Plus. Événement qui s'était ouvert sur des allées bondées avec beaucoup d'Américains venus plus nombreux que la semaine précédente à la Freeze Week. Et les affaires ont suivi puisque des galeries à Paris ont enregistré durant cette foire des records. Avec par exemple la galerie Tadeusz Ropac à Paris qui a vendu pour le second marché une œuvre de Rauschenberg de 1962 pour 2 millions de dollars et pour le premier marché un tableau de Georges Baselitz de 2023 pour 1,2 million d'euros. Autre fait marquant, durant cette deuxième quinzaine d'octobre à Paris, l'Asie était de retour en force depuis la pandémie et notamment la Corée, avec des Coréens présents dans toutes les manifestations et foires durant cette semaine. Asia Now, Design Miami à Paris, Paris International, ACA et toutes les autres manifestations artistiques et culturelles. Et à Paris Plus, par Art Basel, sur certains stands de la foire, les plus habitués constataient que les acquéreurs avaient répondu présents dès la première matinée, comme chez Hauser & Wirth, sold out avant la fin de la première journée, et un changement complet de l'accrochage, hormis le cylindre bleu cobalt de l'américaine Ronnie Horn, vendu 1,5 million de dollars à un musée chinois et trop lourd à déplacer. On pouvait aussi admirer durant cette foire, encadré par 2 bodyguards intrigants, un tableau de Marc Rocco de la période solaire chez la Megal Gallery Pace de New York, annoncé à 40 millions de dollars, et une moisson de chefs-d'œuvre chez Namad, comme notamment le tableau de Nicolas de Staël, proposé à 7 millions de dollars. En revanche, même si les très grosses transactions au-dessus du million d'euros ont été plus fréquentes qu'avant, elles sont restées néanmoins exceptionnelles. La série d'expositions institutionnelles majeures à Paris durant cette semaine, le lancement de la foire Design Miami et l'ouverture de 3 grandes galeries internationales dans la ville lumière ont contribué à ce sentiment de rayonnement au sein de la scène artistique mondiale. Et les chiffres en témoignent puisque le marché de l'art français est évalué à 5 milliards de dollars en 2022 selon le plus récent rapport Art Market de l'économiste Claire McAndrew publié par UBS et Art Basel. Alors, si on se réfère à ces derniers jours dans la capitale française, tout semble se porter à merveille dans le marché de l'art, mais c'est sans compter l'analyse de résultats contrastés de la Freeze Week à Londres les semaines précédentes, tant au niveau des galeries que des maisons de vente. À Londres, justement, Ivan Wirth, le président de Hauser & Wirth, méga galerie, déclarait que les collectionneurs avisés se détournaient de plus en plus des artistes plus jeunes et portaient davantage leur attention sur les pratiques d'artistes en fin de carrière, voire décédés, ayant des qualités remarquables et remarquées. Et les dernières ventes aux enchères contemporaines, consécutives chez Sotheby's et Christie's à Londres, ont envoyé aussi des signaux mitigés au marché de l'art. Ce seront finalement les ventes aux enchères à New York en novembre prochain qui vont être scrutées avec l'importance que l'on imagine pour l'ensemble du marché de l'art, car cette année, elles se dérouleront dans un contexte géopolitique et économique très différent de l'année dernière. Par ailleurs, le terme « correction du marché », mentionné de plus en plus librement par ces acteurs depuis les ventes du printemps dernier, signale une nouvelle ère pour le marché de l'art, après la fin de l'argent bon marché et des taux d'intérêt plus élevés décidés par la BCE ou la Réserve fédérale américaine qui ont eu un impact sur plusieurs secteurs économiques et le marché de l'art ne semblant plus être à l'abri de ces fluctuations. Si le marché de l'art est complexe car il réagit de nombreux facteurs économiques avec souvent un décalage temporel, toute prédiction définitive sur son évolution à moyen terme après cette correction semble difficile à ce stade, même si des faits
doivent être prises en compte, comme chez Sotheby's, où plusieurs lots de la vente du soir d'art contemporain à Londres ont été retirés, les grandes collections qui arrivent en nombre sur le marché et gonflent les résultats grâce à des prix records, et un changement plus profond, car beaucoup d'œuvres ont été vendues finalement depuis 6 mois au prix le plus bas, celui de la réserve souvent, ou bien de l'estimation minimale. Alors le marché était en train de se corriger, certainement si au niveau des galeries on constate la mise en avant de noms éprouvés à Frieze London, Frieze Master ou à Paris Plus par Art Basel, et à des prix négociables, et que les principaux acteurs du marché secondaire, cette fois, les grandes maisons de vente aux enchères notamment, interviennent de plus en plus à coup de garanties et de prêts pour stabiliser leur marché, bien qu'elles semblent de plus en plus dans l'expectative, car protéger les prix de l'art des conditions du marché n'est pas forcément rentable maintenant que l'économie s'est refroidie. Si les résultats des ventes aux enchères déterminent l'ambiance du marché en général, les maisons de vente y contribuent fortement en période incertaine, en jouant en quelque sorte le rôle de banque d'investissement, dépassant largement leur rôle d'intermédiaire entre vendeurs et acheteurs, soit en prêtant de l'argent contre des œuvres, soit en proposant des garanties aux vendeurs, permettant ainsi une certaine stabilité du second marché pour des œuvres majeures, ce qui contribue au maintien d'un bon résultat sur les ventes aux enchères et donc de leur commission. Et en ce dernier semestre 2023, il est un fait, celui que le marché de l'art reste vulnérable aux secousses économiques. Car si les ventes aux enchères, de plus en plus garanties, incitent à la mise en vente de biens majeurs en période incertaine, et prouvent aux acheteurs anxieux que la demande existe, la présence accrue de garanties au cours de ces dernières années est devenue finalement une prophétie auto-réalisatrice, puisque lorsqu'elle n'existe pas, le marché finalement s'inquiète. Et le meilleur outil à ce jour de ces grandes maisons de vente, utilisées pour augmenter l'offre et stabiliser la confiance, ces fameuses garanties, devient moins rentable et moins persuasif, notamment pour les partenaires partageant ces risques. Alors, chez certains de ces opérateurs, on imagine déjà proposer aux vendeurs des incitations alternatives comme une redistribution d'une partie de la prime d'achat, ce qui permettrait certes de maintenir la chaîne d'approvisionnement des maisons de vente aux enchères, bien que cela se fasse pour elles au détriment de leur marge qui deviendrait plus faible. Restera alors, pour stabiliser le tout, le canal de commercialisation des private sales en concurrence forte avec les méga-galeries du marché secondaire. Alors, l'humeur actuelle du marché de l'art est sans doute le mieux résumée par Alex Luxdale, le directeur général de la Listen Gallery à Londres, qui dit « pas aussi mauvais que tout le monde le dit, pas aussi bon que tout le monde le dit » avec son sens de l'humour britannique, attendez 6 mois. Ou bien encore par le galeriste Alice Ropak qui déclare « l'année dernière a été exceptionnellement bonne de manière non durable, donc il n'est pas surprenant, et ce n'est pas une mauvaise chose, que les choses se soient calmées cette année ». Et tous les spécialistes se mettent d'accord. L'achat d'œuvres d'art devient conservateur et beaucoup moins impulsif que l'année dernière, illustrant une sorte de prudence ou une hésitation à agir au moment d'accompagner la décision d'acheter. Les prix étaient devenus trop élevés selon certains observateurs dans certaines galeries et il y a certainement une correction finalement nécessaire pour certains acteurs du marché de l'art trop spéculatifs. Or, qui dit correction dit certainement occasion, au sens d'opportunité à saisir vraiment pour acquérir des œuvres d'art de vraie valeur et au juste prix. Voilà, c'était en direct du marché de l'art, épisode 10 de la saison 4, en octobre, des résultats contrastés sur les marchés primaires et secondaires. Restez à l'écoute pour un prochain épisode ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.